Pierre Dassas, bonjour, Boker Tov. Bonjour, comment allez-vous? Merci, très bien. Merci d'être avec nous ce matin sur Studio Kalita. Je le disais tout à l'heure en vous présentant, vous êtes le président d'Elnet France et vous êtes venu en Israël cette semaine à la tête d'une délégation de hauts fonctionnaires, de diplomates français. Si je ne m'abuse, vous nous expliquerez exactement qui sont les participants, les membres de cette délégation. Mais en tout cas, le moins que l'on puisse dire, c'est que vous avez choisi de venir en Israël dans une semaine particulièrement mouvementée, tant sur le plan diplomatique que sur le plan sécuritaire. Alors tout d'abord, une première réaction face à ce qui s'est passé cette semaine, en particulier, on va dire la riposte israélienne très massive de la nuit dernière, enfin de la nuit de mercredi à jeudi, après les attaques des Iraniens contre le territoire israélien à partir de la Syrie. Qu'est-ce que cela vous inspire comme réaction ? Je dirais que la réaction israélienne était attendue à partir du moment où le président Trump a pris la décision qu'il a prise. C'était une autorisation, on va dire, de se comporter de manière défensive, c'est-à-dire de préserver les intérêts d'Israël. Donc il n'y a pas de surprise sur la réponse. J'ai été un peu surpris de l'erreur stratégique iranienne qui a voilà, c'est ça, parce que les positions israéliennes. C'est ça, parce que les Israéliens, même les commentateurs, les analystes israéliens, mardi soir, ont tout de suite dit qu'il n'y avait pas de rapport direct entre la décision de Donald Trump et la tension qui régnait le long de la frontière israélo-syrienne, avec la volonté donc exprimée maintes fois des Iraniens de venger l'attaque contre la base militaire T4 en Syrie. Alors vraiment, on se demande pourquoi. Qu'est-ce qui a voulu, quelle mouche a piqué Qassem Soleimani pour vouloir d'abord tirer quelques heures après, à peine après la décision des Américains de se retirer de l'accord de Vienne, alors que, eh bien, on entendait déjà que les Européens soutenaient la poursuite de l'accord de Vienne et se rangeaient du côté des Iraniens. Oui, alors là, sur le soutien des Européens à la décision de maintenir l'accord de JCPOA, je serais plus mesuré. C'est-à-dire qu'il y a une expression dans la forme qui est certainement différente. Dans le fond, le discours de Macron en particulier, c'est celui-là qui compte, puisque aujourd'hui, le président Macron est certainement le seul leader européen, et en tout cas dans le domaine de la diplomatie et de la défense, c'est lui qui donne le ton. Il a détaillé la totalité des positions françaises et donc européennes, et qui sont à peu près exactement les mêmes sur l'analyse, à savoir l'objectif d'empêcher définitivement l'Iran à moyen, à long terme, d'acquérir l'arme nucléaire, sa décision, sa conviction stratégique que le développement de activités balistiques est une catastrophe, et sa décision et son analyse que la présence de l'Iran dans tout le Proche-Orient est une catastrophe. Sur le plan de la forme, c'est complètement différent. Sur le plan du fond, c'est exactement la même chose. En ce qui concerne la réaction de l'Iranien de déclencher cette espèce de bagarre, soit il agit de son propre chef, ce qui est possible, soit les Iraniens ont fait une erreur stratégique parce qu'ils étaient dans une espèce de nécessité de sauver la face. Je vois pas grand-chose d'autre comme explication. Mais comment, c'est-à-dire, pour vous, il y a une erreur profonde parce que justement les Européens donnaient en tout cas l'impression de vouloir maintenir l'accord. Ils avaient d'une certaine manière, les Européens ont voulu se démarquer de la position de Donald Trump, et les Iraniens, s'ils avaient voulu, on va dire, s'ils avaient été un petit peu malins, ils auraient pu peut-être donner l'image qu'ils affirment vouloir donner d'eux, c'est-à-dire d'un pays qui n'a pas d'intention, on va dire, destructrice envers l'État d'Israël. Ils auraient pu peut-être se ranger du côté des Européens en disant nous allons respecter l'accord, nous allons continuer à œuvrer, tout ça, et éviter de se lancer dans cette opération militaire. Pour une fois, on va dire que la folie meurtrière des Iraniens l'emporte sur l'intelligence. Oui. C'est tout ce qu'on peut dire. Pour le reste, la position européenne, je pense, n'aurait pas dramatiquement changé, puisque ce qui les différencie en fait, c'est que les Européens auraient souhaité la poursuite du premier accord et auraient souhaité que s'engage un round de négociation pour aller plus loin. Les Américains, eux, ont dit non, on casse tout, parce que visiblement les Iraniens sont pas prêts à avancer. Bon, maintenant, ça ne sert plus à rien d'épiloguer puisque l'accord a été dénoncé.
Et je pense que dans les semaines qui vont venir, d'une manière diplomatique, les Européens vont se ranger derrière les positions américaines, puisqu'elles sont devenues le fait. Il n'y a plus d'accord. Ça veut dire que les Européens vont exercer des pressions sur les Iraniens pour que cet accord soit modifié. Parce que l'accord, après, on dit le fait que les États-Unis se retirent, c'est vrai que ça vide ton contenu de l'accord, mais cet accord, il existe de facto, n'est-ce pas? L'accord continue à exister, mais il a plus grand sens, parce qu'à partir du moment où les Américains le dénoncent, les Européens sont dans une situation où ils ne peuvent plus entretenir de business sérieux avec les Iraniens, puisque la plupart des grandes organisations internationales de banques et d'affaires qui travaillent aux États-Unis se vont interdire de continuer à travailler avec l'Iran. Donc la position qui était purement économique, qui était de dire que c'était intéressant pour les Européens de pouvoir continuer à entretenir des relations économiques avec l'Iran, celle-là, elle s'effondre. À partir du moment où elle s'effondre, il n'y a plus aucune raison, ni stratégique, ni tactique, de continuer à maintenir l'accord dans les faits, sinon dans le discours. Alors, je voudrais vous demander comment vous qui êtes français, européen, vous analysez la position de Donald Trump, cette décision du président américain, le fait que Donald Trump, finalement, on le qualifie de leader imprévisible, mais que finalement, depuis un an qu'il est au pouvoir, il tient globalement l'ensemble des promesses qu'il a faites pendant la campagne électorale. Vous donnez la réponse à votre question. Les gens qui sont surpris qu'un président élu tienne les engagements qu'il a pris sont pas très sensés. Trump, depuis qu'il est élu, a développé point par point, il continuera de le faire, les promesses de sa campagne électorale. Oui. Il a promis qu'il dénoncerait l'accord, il a dénoncé l'accord. On est en France et aux États-Unis dirigés par des gens qui étaient des outsiders, oui. Qui sont des nouveaux dirigeants, qui donnent un ton nouveau et qui tiennent les engagements de leur campagne. Ça surprend la terre entière, ça surprend encore les Français, je parle de Macron, ça surprend évidemment les Américains avec Trump. Je pense qu'il fait ce qu'il a dit qu'il ferait. Donc là-dessus, il y a que de l'admiration, malgré, on va dire, l'adversité qui est celle des oppositions. Ces deux dirigeants, ils ont du courage. Et le courage, en fait, c'est la seule chose qu'on attend des hommes politiques. Alors justement, ces deux dirigeants, à votre avis, ils travaillent en étroite coordination, même si apparemment, bien, on ne réagit pas toujours de la même manière. Ils se concertent étroitement, on va dire. Je pense qu'en tout cas, à ma connaissance, il n'y a jamais eu d'osmose aussi grande entre la France et les États-Unis. Les deux dirigeants, sur un plan personnel, ont une relation exceptionnelle. Ils ont une vraie amitié, ils ont une vraie relation. Alors ça aide les choses, c'est pas suffisant, mais je crois qu'ils ont une même vision du monde. Je crois qu'ils ont une même vision des enjeux et de la manière de les résoudre. Et donc ça, bien entendu, ça donne un poids supplémentaire à la France et ça fait de la France aujourd'hui le pays leader en Europe en matière de relations internationales et on va dire d'aspects sécuritaires, on va dire en particulier. Alors ça donne effectivement un poids à la France. Cela dit, le poids de la France, en fait, il est le résultat à la fois de cette situation-là, il est aussi le résultat de la sortie du Brexit de l'Europe, qui fait qu'en fait, c'est la seule armée européenne, c'est la seule présence au Conseil de sécurité. On l'a vu il y a quelques jours quand les Français ont décidé d'attaquer la Syrie. Macron l'aurait fait avec ou sans les Américains. C'est-à-dire que l'opération aérienne qui a été menée, elle a été menée sous le management de l'Air Force française. Oui. Les Américains s'y sont joints, les Anglais ont envoyé 2 avions et demi. Et il y a eu là-dessus une entente totale, parfaite. Et on n'est pas dans les déclarations, on est dans les actes. Alors justement, Pierre Dassas, je voulais que nous revenions sur votre délégation. Vous êtes à la tête, je le disais, d'une délégation importante. Qui sont les personnalités qui ont participé à cette délégation et surtout, comment ont-ils réagi à ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont entendu, les développements dont ils ont été témoins, on va dire, au cours des derniers jours? Alors là, la mission d'Elnet, oui. Qui veut dire European Leadership Network, c'est celle d'une fondation qui entretient des relations bilatérales dans le domaine de la défense et des affaires étrangères entre les Américains, la plupart des gouvernements européens et le gouvernement israélien. Donc les gens qui viennent ici, comme les Israéliens d'ailleurs qui viennent en France quand on organise des rencontres en France,
participe à des sommets, participe à des dialogues stratégiques sur ces sujets-là, sur les sujets de la guerre. Il est évident que le sujet de l'Iran est le sujet principal. On a organisé il y a à peu près un mois une délégation qui est à la demande du ministère des Affaires étrangères du ministère de la Défense française, d'experts israéliens pour venir parler avec les Français et pour venir expliquer le point de vue d'Israël à la Défense, au ministère de la Défense et aux experts français. Donc on est en permanence, c'est pas une délégation exceptionnelle, c'est la mission maintenant depuis une dizaine d'années qui consiste à rapprocher l'action des états-majors, l'action de la diplomatie, et de faire que cette relation devienne d'une très grande familiarité. Mmh. Et c'est la fréquence de ces rencontres, pas simplement la délégation qui a été depuis quelques jours ici en Israël. Elle est venue parce qu'il y avait la conférence sur la sécurité d'Herzliya et qu'on a ces relations régulières dans le domaine défense, dans le domaine de la sécurité, dans le domaine du ça a un impact, ces relations, ces échanges. Vous sentez, par exemple, que vos interlocuteurs en France comprennent un peu mieux aujourd'hui le positionnement d'Israël ? Aujourd'hui, ils le comprennent parfaitement et je pense que ça a un impact qui est l'impact invisible, qui est celui de la relation qui devient familière, qui fait que les personnes se connaissent, qui fait qu'elles s'appellent spontanément quand elles se posent des questions, et que donc les positions sont forcément rapprochées parce que, comme, je veux dire, une banalité complète, Israël et la France et l'Europe en général et les États-Unis ont les mêmes valeurs. Le message qui est celui qu'Israël est la ligne de front du combat contre le terrorisme et contre la guerre mondiale, contre le djihad et l'islamisme, les Européens l'ont complètement intégré maintenant. C'est complètement évident. Mmh. Et donc il y a une nécessité de persévérer dans cette voie d'échange parce que finalement le dialogue obtient des résultats qui sont et puis peut-être même la visite sur place, c'est-à-dire on comprend mieux la réalité de l'État d'Israël que lorsque l'on est sur place, lorsque l'on rencontre ici les acteurs de cette réalité, n'est-ce pas ? Je vais vous dire, vous avez raison. Et puis, il y a une mission dont on parle moins, mais qui est la mission qui consiste à expliquer ici aux Israéliens que les Européens sont leurs alliés. Oui, il n'y a ça pas aussi, simplement le phénomène inverse. Et oui, parce ça aussi, c'est un travail assez difficile parce que c'est vrai qu'en Israël, outre les États-Unis, et encore, même les États-Unis sous Obama, c'était pas véritablement une amitié profonde, mais effectivement, il y a cette relation, on va dire, historique qui existe et qui a été, on va dire, qui a été brisée avec les Européens. Comment on restaure cela ? On restaure cela avec de la patience, avec des contacts, avec des rencontres, avec la découverte au départ et puis l'évidence ensuite que les valeurs sont les mêmes, que les combats sont les mêmes, que les ennemis sont les mêmes, que les enfants qui meurent en France sont les mêmes que les enfants qui meurent en Israël. Et ça, petit à petit, ça finit par créer des liens d'amitié, des liens d'action. Eh bien, merci beaucoup Pierre Dassas de nous avoir répondu, d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été ce matin sur Studio Kalita, de nous avoir parlé de cette délégation que vous avez conduite ces derniers jours en Israël et de nous avoir fait part de vos réflexions après cette semaine particulièrement mouvementée dans la région. Merci d'avoir été avec nous ce matin et bonne journée. Shalom. Merci, shalom.